Salut à toutes et à tous et bienvenue sur Horus. L'Égypte est un des pays au monde où nous retrouvons de très nombreuses constructions mégalithiques, au travers de complexes comme le plateau de Gizeh par exemple avec ses célèbres pyramides, mais aussi au travers de temples moins connus mais tout aussi impressionnants et mystérieux de par la taille des blocs qui les constituent. C'est notamment le cas de l'Osirion à Abydos, sur lequel nous allons nous arrêter aujourd'hui en compagnie de Romain Priou, que j'ai le plaisir d'accueillir. Salut Romain. Salut Jérôme, salut à tous. Comment vas-tu? Ça va super, bah écoute, des belles journées, que demander de plus, hein, franchement, parler d'Égypte quand il fait chaud, moi je trouve ça cool. Ouais, on a du répit là, on a un bel été indien cette année. C'est assez incroyable, ouais. Voilà, fait des économies d'énergie. Voilà, Pour le moment, ouais, la pénurie est encore à venir. c'est ça. Je suis super content de t'accueillir pour la première fois sur Horus. C'est ça. Alors pour ceux qui ne te connaissent pas, peux-tu te présenter Romain dans les grandes lignes? Euh, Bah écoute, je pense que pour ceux qui me connaissent en fait ont dû me voir chez Nora et Guillaume à Nurea TV où j'ai commencé il y a 3 ans et demi sur une émission sur Atlantide qui s'est Mhm, poursuivie sur une deuxième émission et puis ensuite sur la Lémurie, sur Mu, enfin tout ce qui relève des très très anciennes civilisations, enfin légendaires et sur lesquelles bah voilà, un peu comme toi ou d'autres chercheurs, on va dire, alternatifs, de vérité, enfin, je sais pas trop c'est quoi le terme, l'acception du bon terme, mais voilà, trouver des cohérences entre plusieurs sites qu'on va retrouver sur Terre ou d'artefacts et d'y mettre une cohérence par rapport à une origine commune. Voilà, donc mhm. ça c'est un boulot de synthèse que je fais. Donc c'est du travail que je faisais à côté d'un boulot puisque j'étais urbaniste jusqu'à il y a 10 mois. Donc j'ai créé mon auto-entreprise là cet été pour également commencer aussi moi à me mettre plus dedans en fait dans ce travail de recherche. Donc c'est long, j'ai des idées, c'est encore embryonnaire, mais voilà, disons que cette étape qui a commencé chez Nura TV fait que là maintenant, je me lance aussi à mon tour dans Accord perdu, hein, presque faire de la vidéo, aller sur le terrain, peut-être l'écriture de livres, voilà, Mhm. c'est des projets qui sont à venir. Ouais, et puis tout ce qui manque dans ce type de projet, c'est toujours le temps. Donc là, tu vas en avoir un petit peu plus. J'en ai et je suis très content d'avoir fait le pas. Voilà. Enfin, Mhm, franchement, là, en ce moment, voilà, je vis un rêve, en fait. mhm. Bah, c'est bien. Ouais, comme tu le disais, tu es un intervenant assez régulier sur Nurea. T'es passé aussi chez Antoine sur Miasme TV. On a eu Oui, le plaisir pour de se parler faire un petit. de prophétie, voilà, Voilà, c'était il y a quelques mois. c'est ça. C'est ça. On avait parlé des prophéties. Alors, je sais plus, tu nous avais parlé des prophéties. Euh, Il y avait deux, en Rafraîchis-moi. fait, deux médiums, un sud-africain et puis un allemand, notamment. Oui, c'était par rapport à la Troisième Guerre mondiale, je crois, c'est ça? Et à l'invasion de la Russie, en fait, c'est des gars L'invasion qui, de. de leur vivant, on avait déjà montré leur capacité, et qui avaient fait l'objet de comptes rendus, de procès-verbaux, notamment l'allemand, Ilois Erlmeyer. Donc ça, c'est sourcé, c'est documenté, et le gars a eu une réputation incroyable. Et c'est lors d'un procès auprès d'un juge qu'il a fait la démonstration de ses capacités, puisque devant le juge, il a dit où était sa femme et comment elle était habillée. Et en fait, il avait raison. Et il a participé à la résolution de meurtres et d'enquêtes policières. Et il a annoncé l'invasion de l'Europe par la Russie, donc enfin voilà, un truc dans un futur. apocalyptique. Et donc quand la Russie envahit l'Ukraine, ça Oui, m'a tout de suite, c'était en début waouh, d'année. Ouais, ouais, c'est ça. C'était en début d'année. On avait fait ce mimi et puis c'est vrai que ça faisait écho quoi par rapport à ces ah prophéties. Ouais. carrément, c'est pas encore le cas, mais là, Mhm. si on l'énerve un peu trop, peut-être que ces gars-là, dans quelques années, on pourra dire, mais ils avaient raison, quoi. Exactement. Mhm. Bon, alors on n'est pas là pour parler de prophéties. On est là pour parler d'Abydos aujourd'hui, mon cher Romain. Ah ouais, ouais. Alors L'Égypte justement, moi antique. j'ai vu, tu as fait une capsule avec JB, Babin the World, Mm. sur sa chaîne justement, la première capsule qui était dédiée à Abydos. Et Mm. moi j'ai pris plaisir à la visionner cette capsule et je me suis dit oui c'est vrai que c'est un site qui est très peu connu, Abydos, et Mm. pourtant il y a tant à dire dessus.
Donc voilà, je suis content de te retrouver sur ce site et puis on va en discuter ensemble. Alors, par rapport à cet Osirion, donc tu as pris connaissance de celui-ci avec Anton Parks ou tu as connu ce site, enfin comment t'es tombé dans l'Osirion? En plus c'est un trou, alors t'es tombé dedans, t'as loupé la marche, qu'est-ce qui t'est arrivé? La première vraiment, la première référence que j'ai eue par rapport à l'Osirion, c'était dans une vidéo YouTube qui s'appelle Thrive, Thrive. Je connais pas l'auteur de l'émission, mais en tout cas, il parle du TOR, TOR, le champ électromagnétique de la planète, et qu'on retrouve dans des crop circles. Il y a tout en fait un travail autour de ce TOR, et il Oui, invite aussi avec, il fait voir aussi, je crois, c'est dans cette vidéo, il fait voir l'entrée d'un temple en Chine où on a ce lion qui tient cette fameuse boule oui, qui représente qui aussi est, ce fameux Thor. Et ce fameux Thor, et qui est gravé de symboles qui représentent la fleur de vie. c'est ça, Et d'accord. c'est à travers la fleur de vie qui est également gravée sur un des piliers de l'Osirion, parce qu'il invite Nassim Haramein, et Nassim Haramein évoque ces deux fleurs de vie qui sont, alors pour lui, il dit le mot soufflé dans la roche du granit de l'Osirion. Et c'est la première fois que j'ai entendu le terme Osirion, donc je sais pas, c'était il y a peut-être 10-15 ans, comme un truc comme ça. Et ensuite, bon, il y a eu le livre d'Anton Parks qui, enfin, pour moi, c'est une des sources les plus complètes, puisque quand tu vas même sur Internet, hein, bon, tu as le site sur Wikipédia, tu as un petit article, tu as 2-3 sites en anglais et en français pour faire un peu et on va faire ce travail-là, hein, de comment il a été découvert, d'où ça vient, quelles sont les hypothèses des archéologues. Mais il y a quand même peu d'infos par rapport à la gueule des pierres gigantesques qui ressemble étrangement à ce qu'on a dans la pyramide, la grande pyramide et le temple de la vallée là. Et c'est étonnant qu'on en parle, enfin c'est-à-dire qu'il y ait moins d'intérêt. Bah déjà c'est Alors, beaucoup plus moins. Hein. oui, alors que justement, on va en parler. Je trouve qu'il y a un lien extrêmement fort entre Abydos, enfin l'Osirion, pas Abydos, hein, pas le temple de Séti Ier. Je parle vraiment de l'Osirion et Ouais. la Grande Pyramide et oui, comme tu le dis aussi le temple de la vallée de Képhren, où on a l'impression que c'est les mêmes constructeurs. Hein. Ah bah d'après Anton Parks, de toute façon c'est les mêmes. En plus, les blocs de granit viennent de la même carrière, hein, Oui. à Souan. Ouais. Donc, moi, je fais ce petit lien aussi. La seule représentation que nous ayons de Khéops, c'est une petite statuette qui mesure 7 cm de haut, qui a été retrouvée à Abydos. Il faut le savoir. Ah ça j'avais plus l'info, mais ouais oui bah c'est Voilà. tu vois intéressant. Intéressant, comme si vous voulez faire un lien. Voilà, la seule statuette qu'on ait retrouvée de Khéops, on l'a retrouvée à Abydos. Mhm. Donc, on se met ça dans un coin de notre tête. On va revenir un peu plus tard sur justement Ah ouais. ces relations qu'on peut faire avec l'Osirion et la Grande Pyramide et aussi le temple de la vallée. Alors, l'Osirion, déjà, l'origine du nom, c'est le temple d'Osiris, en fait, c'est ça, Romain? Oui, bah alors l'histoire, donc là on rentre dans l'archéologie de la fin du 19e siècle. On a donc Auguste Mariette, un des égyptologues français les plus connus, parce que c'est lui qui a mis en place le service des antiquités égyptiennes, qui est devenu le service le plus à l'œuvre en fait, dans l'Égypte et dans les fouilles organisées par les archéologues. Il a été obsédé, lui, par ce qu'un grec donc du nom de Strabon, qui est donc aurait écrit il y a plus de 2000 ans dans un texte dans un des livres qu'il a pu produire, l'idée que il y a un puits à côté du temple de Séti Ier qui donc lui est beaucoup plus visible puisque il est magnifique et en plus il est très grand et il est encore bien conservé finalement. Et ce grec, Strabon, évoque l'idée qu'il y a également quelque chose d'autre à côté auquel il a pu avoir accès. C'est 4 lignes ou 5 lignes qui ont fait que le Auguste Mariette là s'est mis en tête d'aller fouiller, creuser à côté du temple de Séti Ier là à Abydos pour retrouver ce qui a priori pour lui devrait être le tombeau d'Osiris, parce que c'est l'obsession quand même des égyptologues depuis très longtemps, hein, c'est de trouver ce fameux tombeau d'Osiris, hein, qui est un mythe pour la plupart des égyptologues. Enfin, dans l'archéologie classique, on n'a pas affaire à un être vivant.
On est sur un dieu mythique, mythologique. Voilà, donc ce tombeau d'Osiris est recherché depuis très longtemps. Il y a eu Auguste Mariette. Ensuite, il y a eu un archéologue, égyptologue un peu plus original qui s'appelait Émile Amélino. Donc, Anton Parks en fait un gros paragraphe, un gros chapitre dans son livre, puisque lui, pour le coup, original dans le sens où il croyait au fait que les dieux n'étaient pas des mythes, mais des vrais êtres vivants. C'est-à-dire qu'en fait, là, on avait quelqu'un qui, pour le coup, sortait de la doxa des archéologues. Et donc lui, il a enchaîné les fouilles de Auguste Mariette. Auguste Mariette a fouillé 19 ans sans jamais rien trouver. Oui. Émile Amélino, il a repris le flambeau. Il a fouillé. Il n'est pas tombé encore sur l'Osirion, mais il a commencé à mettre à jour une espèce de grand artefact, un gros bloc où on voit Osiris en position allongée. Et il aurait également mis à jour un crâne dont, a priori, on n'a jamais retrouvé la trace dans les musées ou que ce soit sur Terre, mais dont, à l'époque, dans son compte-rendu à lui, il disait que c'était un crâne allongé. Voilà, donc autre chose intéressant. Et surtout, la preuve le fait que ce soit le temple par excellence d'Osiris et qu'il y avait forcément de l'Osiris dans le coin, c'est qu'il y a des millions de tessons de poterie autour du temple de Seti Ier et de l'Osirion, ce qui est unique dans toute l'Égypte antique. Il y a nulle part ailleurs des montagnes entières comme ça de tessons de poterie à cette échelle, ce qui veut dire que pendant des siècles et des milliers d'années, il y a dû y avoir un phénomène et de pèlerinage, pour venir voir la relique, on ne sait pas quoi. Et derrière, donc, Amélino, entre en scène notre Flinders Petrie, l'anglais, qui, on va dire, un peu à la source de ce qui va être l'archéologie moderne, hein, puisque c'est lui qui met en place un peu toutes les normes, la stratigraphie en termes de datation, enfin qui code vraiment l'archéologie moderne. Et avec sa collaboratrice, Margaret Murray, elle qui donne le nom, en fait, c'est une femme, Margaret Murray, qui donne le nom de l'Osirion, parce qu'ils ont commencé à pénétrer dans le couloir d'accès au site qu'on va voir derrière. Ils sont pas encore rentrés. Ils sont pas encore rentrés dans l'Osirion. Alors oui, c'est ça. Donc au tout départ, l'Osirion était enfoui. En fait, déjà il est creusé dans le sol et il était recouvert complètement. Donc comme tu le dis, si Mariette il a creusé pendant 19 ans, il a rien trouvé, c'est qu'il y avait quand même un sacré monticule de sable et de cailloux, etc., de poterie. En plus, il n'a pas été malin, parce que comme l'Osirion aujourd'hui se trouve à 3,50 m du temple de Seti Ier, enfin de mur à mur, c'est vraiment, ça se touche. Mariette, quand il est arrivé à Seti Ier, qui également ce temple avait besoin d'être désensablé, en virant tout le sable du temple de Seti Ier, il en a mis une partie sur l'Osirion, sans savoir qu'il y avait l'Osirion. Il a recouvert en plus. Il a recouvert le truc encore plus. Voilà, il a remis une couche, donc il a fallu derrière pour Amélino et Flinders Petrie remettre encore redéblayer, mais donc c'était un travail de titan, hein, pour mettre à jour ce temple qui n'est donc sous Flinders Petrie pas encore à jour, hein. C'est derrière Naville, un Suisse, qui donc là le premier va vraiment commencer Margaret Murray, ils vont accéder aux voûtes, de l'entrée, et donc c'est même elle. Tu vois, là, c'est des citations, hein. Elle dit elle-même que cet édifice est à ce jour un cas unique parmi tous les monuments d'Égypte qui ont survécu au passage du temps. Il date manifestement d'une période reculée, car les blocs avec lesquels il est construit sont du style de l'Ancien Empire, donc voilà, on y reviendra. La simplicité de l'édifice principal plaide dans le même sens. L'ornementation, c'est important, a été ajoutée par Seti Ier, qui, de cette manière, a tenté de s'attribuer la paternité de l'édifice. C'est là où on retrouve, comme à Khéops, le fait qu'on a des hiéroglyphes dans la pyramide. Oh, on a le hiéroglyphe, c'est forcément lui. Donc là, on a des hiéroglyphes de Seti Ier dans le couloir d'accès. C'est un temple qui est dédié à Seti Ier. Circuler, il n'y a rien à voir. Il n'y a rien. On retrouve la même logique, voilà, la même logique avec les pyramides, et pourquoi pas que, comme tu le dis, un roi se serait réapproprié ce lieu. Mais comme ils font tous,
comme ils font tous, faire des petites modifications, voire on reconstruit par-dessus. Nous, c'est ce qu'on a fait depuis des milliers d'années. Hein. On reconstruit toujours sur les anciens temples, les anciennes constructions. On sait que le temple de Seti Ier est reconstruit sur quelque chose de beaucoup plus ancien. Alors, on n'a pas réussi à aller dessous hein, pour voir ce qu'il y a vraiment, mais c'est sûr qu'il y a quelque chose en dessous du temple de Seti Ier. Et cette histoire de réappropriation, elle est d'autant plus risible que donc Ramsès II, qui est le fils de Seti Ier, il a fait construire un temple qui est à 200 mètres, 300 mètres de Seti Ier. Et c'est le fameux cartouche qu'on a dans ce temple de Seti Ier où on a l'impression de voir un vaisseau spatial. Ah oui, les fameuses. Le truc de Skywalker, là, ou un hélicoptère. Ou un char. Et un char, parce que c'est le hiéroglyphe de la titulature de Ramsès II qu'il a fait graver sur celle de son père. Et avec l'usure du temps, en fait, on a la superposition des deux hiéroglyphes. Ouais. Voilà. Et donc, typiquement, là, on a la réappropriation par le fils du temple de son père, quoi. Ça, c'est la démonstration du fait que ils passent leur temps à vouloir se réapproprier ou Akhenaton, qui, en fait, de sa mort pendant presque 50 à 100 ans, tout a été fait pour enlever toute trace de ce qu'il a pu construire, de ce qu'il a pu être, ses statues et tout ça, quoi. Et puis on voit bien la différence entre l'Osirion et le temple à côté, qui n'est pas du tout de la même facture, quoi. Donc, c'est même encore mieux, c'est le couloir d'accès en fait qui arrive à l'Osirion, qui doit faire 80-100 mètres. En fait, c'est de la brique crue. Et quand tu arrives au bout, en fait, c'est en pente légère. Quand tu arrives au bout de ce couloir, tu rentres sur des blocs de calcaire qui font 10-20 tonnes, enfin à la louche, quoi. Et ensuite, quand tu vas rentrer vraiment dans l'Osirion, tu vas arriver aux piliers là, gigantesques qui sont estimés pour certains à 100 tonnes, quoi. Et donc, on est sur dans un anachronisme au niveau de l'architecture et de la technologie employée pour le couloir et ensuite le temple en lui-même. Alors c'est ça, c'est parce que comme tu le disais tout à l'heure, déjà ça a été un travail entre guillemets pharaonique de tout désensabler, alors que on bouge que du sable, quoi, tout bêtement. Hein, on prend du sable qu'on va jeter à un point bien. Et déjà ça a été un énorme chantier. Mais alors réaliser ce qu'on a trouvé, sachant que la date officielle l'Osirion donc daterait de quelle époque? Selon l'archéologie officielle, donc de Seti Ier. Donc c'est moins 1250 avant Jésus, donc c'est il y a 3250 ans que l'estimation est donnée pour, on va dire, l'archéologie aujourd'hui. L'argument pour lequel je trouve que ça tient pas la route, c'est même pas tant en fait la construction en elle-même qui est donc gigantesque, c'est le fait que comme elle est en dessous le temple de Seti Ier d'une dizaine de mètres, a priori même les architectes de l'époque, quand ils ont construit il y a 3200 ans le temple de Seti Ier, donc qui est au-dessus là, ce qu'on voit, donc c'est à ce moment-là que je fais un petit partage d'écran. Ouais, vas-y si tu peux partager. Alors, voilà, donc là on est à Abydos, on est à quelques dizaines de mètres du Nil, qui est sur la droite du temple en rouge. Donc en rouge, c'est le temple de Seti Ier, et en jaune, c'est l'Osirion avec ce fameux grand couloir. Rectangle, là, c'est le couloir d'accès. Et ce que vous voyez là, donc c'est un temple en rouge, détouré en rouge, qui est en L. C'est un cas unique dans l'histoire de l'Égypte. Il n'y a aucun autre temple qui soit construit en L comme ça. À l'époque, tu as pu avoir Karnak un peu avant qui a été construit, c'est tout en long. Enfin voilà, la plupart des temples, même tous, sont construits en longueur. Il n'y a pas de forme de L. Et pourquoi cette forme de L? L'hypothèse développée par, et pas que Anton Parks, par d'autres également, c'est qu'ils se sont aperçus trop tard, en construisant le temple de Seti Ier en commençant par la droite, qu'il y avait cet Osirion qui, même à l'époque de Seti Ier, aurait pu être oublié. C'est-à-dire qu'il était déjà enseveli, recouvert par le sable. Tellement ancien, parce que donc, si on donne cette datation là de Seti Ier pour les archéologues, la datation d'Anton Parks, c'est au moins, c'est 12 à 15 000 ans.
Tu vois, Oui, c'est un truc qui est très, 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 très ancien. Donc, Mhm. enseveli déjà depuis longtemps, les architectes et les constructeurs du temple de Type Ier s'y collent. Et en arrivant aux fondations, au moment de vouloir finir leur temple, merde, il y a l'Osirion et donc ils dévient. Parce qu'ils se rendent compte qu'ils ont affaire à un truc. Alors déjà, ils peuvent pas le casser parce que c'est trop balèze, quoi. Ils peuvent Ils font plus. face à des blocs gigantesques. Ils peuvent plus les bouger, Mm, très mm, clairement. mm. Enfin, c'est plus possible. Ils ont plus la technologie pour le faire, et donc ils préfèrent dévier et faire Mhm. le temple en L pour le finir tel qu'il était prévu d'être fini sur les plans originels. Après, ce qui est marrant, c'est que le temple de Séti Ier est vraiment axé par rapport à l'Osirion pile poil, quoi. Alors ça, ce serait Est-ce expliqué qu'il y par. aurait eu des fondations encore visibles, peut-être, Oui, un vieux ça, parement qui se trouvait devant l'Osirion et ils s'en sont servis ouais. comme socle? C'est pour ça qu'il y a cette hypothèse qu'il y a autre chose encore en dessous, d'autant plus qu'on a retrouvé des puits et des puits qui donc tendraient à montrer que l'eau donc de ces puits sur le temple de Seti Ier viendrait du Nil, d'où l'idée là de l'orientation qui est pas. Alors on n'est pas dans tu vois, il y a la petite flèche là nord, on Oui, n'est on pas n'est dans du pas. nord, sud, est, ouest. Mm. Voilà, là on serait plus dans l'idée d'être pour capter de l'eau en fait en souterrain pour alimenter des puits. On y reviendra aussi pour l'eau qui est visible Oui, dans l'Osirion, ça, qui elle ne viendrait pas du Nil. on va en reparler de cette fameuse eau, d'Abydos. Mais donc voilà, pour moi, c'est un argument, le L, là, le temple en L, pour montrer que même à l'époque, il y a 3200 ans, très certainement que les architectes qui sont tombés sur le rayon, alors ils en avaient oublié l'existence. Tu Mhm. vois, ça tient la route Ouais, ça comme tient la route. argument. Et puis du coup, il restait la chambre et puis la salle de bain de Séti Ier à faire. Ils se sont dit bon bah, on va la faire à gauche. Ouais, c'est ça. On va pas toucher parce qu'ils se sont rendus compte, sans doute, que c'était le tombeau, enfin le temple d'Osiris, hein, Oui, peut-être que. véritablement. Et là, on touche pas, quoi. Enfin, On voilà, touche pas. Ouais. c'est. Ok. Ouais, on va en reparler de l'eau parce que il y a voilà, c'est un temple qui a les pieds dans l'eau, l'Osirion. Oui, oui, Et, oui. et, Et et pas par hasard, parce que je sais aussi que toi, tu es aussi au fait de ces histoires d'eau dans les grands monuments de l'Égypte antique du plateau de Gizeh. exactement. Et c'est d'où ce lien entre l'Osirion et la Grande Pyramide parce que je trouve que quand même voilà, il y a beaucoup de liens, dont la présence de cette eau. Et bon, moi, j'ai Mm. développé cette hypothèse il y a pas mal d'années où je vois dans la Grande Pyramide tout un système de purification d'eau Mm. pour une utilisation médicinale ou autre. Mm. Et justement, il y a des petites anecdotes par rapport à cette eau qu'il y a dans le fond de l'Osirion Mm. sur des vertus curatives qu'aurait eu cette eau. Ouais. Alors, il y a déjà le fait que par des analyses scientifiques, hein, l'eau est potable et à un niveau de potabilité assez bluffant. Donc, Mhm. et c'est là qu'ils ont découvert en faisant ces analyses que l'eau ne vient pas du Nil, elle vient d'une nappe phréatique sous le sable Sous du le complexe. Sahara. Mhm. Mhm. Et sur une étendue dont on ne connaît pas l'existence, hein. Enfin voilà, c'est quand même pas anodin, hein. Anton Parks, il explique dans son livre alors, que sur les 1000 km de distance depuis Gizeh jusqu'à Abydos, hein, le long du Nil, c'est le seul endroit de tous les temples qui existent, les pyramides, etc., sur ces 1000 km, hein, où on a de l'eau comme ça potable D'une nappe phréatique potable. dans un temple. Ouais. Mhm. Et la vertu curative, donc là, c'est l'histoire de Alors j'avais comment elle noté son s'appelle, nom, Dorothy Dorothy Eddy, Eddy, voilà, c'est ouais, ça. qui est un personnage emblématique du lieu parce que en fait, elle fait vraiment partie. Donc, on va faire un petit point sur Dorothy Eddy et derrière elle. Alors, donc c'est quelqu'un qui, parce que l'anecdote, c'est que quand Margaret Murray avec Flinders Petrie mettre le premier dernier coup de pelle pour ouvrir l'entrée Accéder. Mhm. sans rentrer dans l'Osirian, mais Être la devant la voûte porte, quoi. Ouais. devant la porte, voilà exactement. Le jour même ou le lendemain, enfin on n'est pas très sûr, enfin naît Dorothy Eddy à Londres. Mhm. Et c'est pas anodin cette histoire-là, hein, parce que elle raconte que quand elle était jeune, elle faisait des rêves, et notamment elle a fait le rêve
d'avoir vécu une vie antérieure en tant que prêtresse dans le temple de Séti Ier et dans l'Osirion, donc au service du pharaon et au service du temple en lui-même, hein, donc censé être vierge. Elle tombe amoureuse du pharaon, elle a une liaison alors que c'est interdit, et plutôt que de jeter le déshonneur sur le pharaon, elle préfère se suicider à 14 ou 15 ans à l'époque. Et Anton Parks dit que les propriétés de l'Osirion, parce qu'on va parler également avec l'eau, une machine peut-être électromagnétique, etc., aurait fait que l'âme de cette prêtresse serait restée enfermée dans le temple, et que lorsqu'ils ont ouvert, enfin ils ont libéré découvert son âme, quoi. Ils auraient libéré son âme, et le lendemain, donc Son âme Dorothy se serait née, incroyable. Hein. Elle n'a pas perdu de temps là. Hein. Ah non, parce que puis elle est allée de Londres ensuite au Caire, et du Caire à Abydos, où elle a vécu 25 ans avant de mourir. Oui, elle est morte à Abydos. Donc il y avait. Et elle était obsédée par l'Égypte antique depuis qu'elle avait été au British Museum, emmenée par ses parents à 6 ans. Elle disait qu'elle était chez elle, que c'était là-bas sa vraie maison. Elle s'est mise à lire le hiéroglyphe, à le traduire. Elle a aidé je ne sais combien d'archéologues, de thésards au Caire. Tout le milieu reconnaît la valeur et la qualité de cette femme qui a fait ça de manière un peu désintéressée et généreuse. Et elle, son obsession, c'était de pouvoir aller à Abydos pour aller au temple et y vivre, et l'Osirion en particulier. Elle y est allée. Et quand elle y est allée, c'est là où arrive le côté un peu magique. Alors, avant de parler des vertus curatives, hein, c'est qu'elle connaissait par cœur l'intégralité du temple de Séti Ier, qui, à l'époque, n'avait pas encore complètement délivré tous ses recoins et tous ces hiéroglyphes. Et là, je ne parle pas de l'Osirion, je parle du temple de Séti Ier. Voilà. Elle a mis au défi les archéologues sur place de la mettre à l'épreuve, et de nuit. Ils lui ont demandé d'aller dans telle chambre, tel endroit, telle pièce du temple. Elle a réussi à chaque fois, avec à plusieurs nuits différentes, sans se tromper jamais. Quelqu'un qui n'était jamais venu à Abydos. Elle était chez elle, quoi. Elle était chez elle, elle connaissait ça par cœur, elle savait où était tout. Et voilà. Et après, donc, elle avait des problèmes d'yeux. Et instinctivement, elle raconte qu'elle est allée au temple d'Osirion, elle a mis de l'eau sur ses yeux, qu'elle a recouvré la vue, enfin que son problème de vue s'est arrêté, et qu'aussi pour des histoires de bébés qui étaient épileptiques pour des habitants du village. De mémoire, hein, ou pour une femme au Caire, son bébé devait être pas bien, elle aurait emmené de l'eau également de l'Osirion pour aider le bébé, et miraculeusement à chaque fois les bébés sont allés mieux et ont guéri. Donc alors d'où la présence de ces milliers, peut-être millions de tessons de poterie. Ouais. Parce que c'était peut-être pas des personnes qui apportaient une offrande, ils venaient chercher cette eau, justement, dans des récipients tels que des poteries. Peut-être, très certainement, mais ça, on l'a même en France. Hein, combien on a de fontaines qui, historiquement, ont des propriétés comme ça, qui sont, alors, pas sourcées, hein, puisqu'aujourd'hui, on ne peut pas remonter à retrouver les gens qui ont vécu ces miracles. Mais les anciens connaissaient la présence et de ces fontaines miraculeuses, on va dire. Donc en Égypte, il y en aurait eu une à cet endroit-là. Donc intéressant, très intéressant. Ah bah ça participe au mystère, hein, quand même. Oui. Et moi, ça fait vraiment écho par rapport à mes recherches, par rapport à cette eau que je trouve, voilà, c'est un élément formidable, l'eau. Voilà. Du coup, est-ce que tu pourrais nous partager quelques images justement de l'intérieur de cet Osirion pour que les spectateurs se rendent un petit peu plus compte du gigantisme Ouais. Donc voilà, là on voit par rapport au bonhomme à droite, là, habillé en blanc, la taille, hein, donc là les piliers de granit qui feraient une centaine de tonnes, hein, il y en a 10 comme ça, qui sont posés, hein, ils sont posés sur la dalle. Une architecture toute simple, en fait, mais qui était produite pour durer des milliers, voire des dizaines de milliers d'années. Hein. Enfin, on voit bien que ça n'a pas. C'est pas que ça n'a pas bougé, puisque forcément ça a été détruit.
Et on ne sait pas comment, parce qu'il paraît, enfin, l'idée dans la reconstitution, c'est qu'au-dessus de ces piliers, on devait avoir comme là, sur cette photo là que je viens de changer, c'est bon, Ouais, le c'est changement, intéressant là ce que tu nous fais voir, parce qu'on voit au niveau de la troisième rangée de blocs là, on voit une différence, comme si les blocs du haut avaient été taillés lisses. Oui, Et oui, à tout à partir du fait. troisième Ouais, bloc, le travail a été inachevé et on retrouve cet aspect un petit peu arrondi au niveau des jointures des blocs qui suivent. ouais, raclé, bah, ça rappelle en fait ce qu'on voit à Sacsayhuaman Oui. à Cusco, là, au-dessus de Cusco, exactement le type d'empreinte un peu étrange, comme si on avait eu de la roche molle ou fondue, hein. Enfin, en tout cas, Anton Parks, lui, il va dans le sens de José Davidovits pour l'Osirayon, hein. Pour lui, la plupart des pierres en calcaire qu'on retrouve, pas le granit, hein, mais le calcaire, sont de l'agglomérat, quoi. Voilà, Mhm. pour lui, il y a pas photo. Fameux C'est comme géopolymère, ça quoi. que Mhm. géopolymère, tout à fait. Mhm. Et on Euh, voit d'ailleurs ouais, ouais. si tu peux, oui, si, on voit Ouais, d'ailleurs ces fameux petits décrochés, tu sais, euh, oui, bah, en partant du bas et voilà, t'as le sur premier l'angle, gros bloc, l'angle du mur. Mm. l'angle et même le bloc qui est en premier plan là, hein, on voit ce fameux petit décroché sur lequel vient Ah oui. s'encastrer celui du dessus là, tu vois, le petit truc inutile qui a toute son importance. Bah, qui en fait va dans le sens de l'idée qu'on a affaire à des murs antisismiques, C'est ça, notamment pour résister bah, là au temps, hein. Enfin voilà, comme c'est à ça. Cusco, comme à l'île de Pâques, comme sur la pyramide de Khéops ou quelques autres temples sur Terre. Enfin, il n'y en a pas 50 hein, non plus avec cette massification et des blocs aussi gigantesques. Mais Mhm. là, on a affaire à ce type de technologie assez improbable. Et ce que je voulais dire, c'est que si je reviens sur la première que je montrais, c'est... attends, je vais en montrer d'autres parce que... tac, donc là, on est au-dessus. Donc c'est comme ça que quand les touristes arrivent sur l'Osirayon, ils voient la Seine, hein, ils voient ce site en souterrain. Mhm. Donc on voit les couches de sable au-dessus. Et en fait, à l'époque, il était recouvert intégralement d'un toit hein, avec des blocs apparemment aussi gigantesques. Et on avait également ça sera plus simple avec même le plan. Donc là, on voit la structure qui est moitié en 2D et moitié en 3D. Mhm. Et donc, tu as les 5 piliers gigantesques qu'on voyait tout à l'heure sur la photo. Et au-dessus, le début du toit qui devait être créé. Et au-dessus, bah, en fait, recouvert de terre. Et il y aurait eu des arbres, en fait, également plantés sur cette partie au-dessus. Donc, il était complètement invisible quand tu étais depuis le temple de City Ier. Tu ne Mhm. voyais que, on va dire, une motte de terre, enfin, Avec et des des arbres. arbres. Mhm. Voilà. Et les archéologues partent du principe que le toit devait être particulièrement massif. Euh, Pour pouvoir supporter ce tout ce qui, poids. ouais, ce qui est d'autant plus surprenant, c'est qu'il est souterrain et que, donc on y reviendra quand on parlera de l'eau, mais la douve en elle-même est également encore sans doute 15 mètres plus bas. Donc en fait, le chantier en lui-même, ils ont dû excaver 30 mètres, voire plus, en fait, pour pouvoir être en mesure de poser tous ces linteaux gigantesques avec les problèmes de l'eau, de la nappe phréatique qui devait remonter en permanence. Enfin, il faut imaginer Ah comment tu oui, fais eh pour oui. évacuer l'eau et pour Mhm. travailler. Enfin, on voit aujourd'hui même sur des chantiers modernes, la galère pour pomper une eau qui en permanence revient tout le temps. Enfin, bon, ça paraît surréaliste, hein, tout Ouais. simplement. Et c'est justement une des caractéristiques de ce lieu. C'est que, alors je ne sais plus c'était quel archéologue qui avait voulu pomper justement l'eau. Ah bah alors ça c'est encore un des su qui a suivi hein, parce que je disais qu'il y avait eu Auguste Mariette, Émile Amélino, Flinders Petrie, comment elle s'appelait, Margaret Murray, Naville et derrière on a eu Henri Francfort donc un archéologue néerlandais. En plus on a eu français, anglais, suisse, néerlandais et lui donc bah, il était curieux de savoir ce qu'il y avait sous l'eau. Et Mhm. donc, a installé des pompes. Le truc, c'est que la pompe a cassé et donc ils avaient réussi quand même à pomper 2 mètres d'eau. Et hélas, la machine a cassé et en l'espace de 30 minutes, en fait, l'eau est remontée à son niveau initial sans qu'ils aient jamais pu en fait déterminer d'où venait l'eau. Il a fallu attendre
99, donc en gros 70 ans plus tard, pour qu'à l'aide d'un radar, on ait enfin un archéologue qui montre que l'eau en fait provenait d'une nappe phréatique hein, qui s'étend en dessous et qui donc ne vient pas du Nil. D'accord. Et donc, avec un principe de vase communicant remplit en permanence le sol du temple. Tout à fait, mais ne déborde pas. C'est-à-dire Mais qu'il ne s'arrête déborde pas, il au s'arrête même niveau. au même C'est-à-dire niveau. que si on montre, Oui, les photos actuelles, on voit toujours. Bon, l'eau est verdâtre. elle est verdâtre parce qu'elle stagne. En fait, Ouais, elle est là, je pense stagnante. qu'à une époque, elle devait être renouvelée. Enfin, je sais pas par quel système, parce que bon, voilà, si on part du principe et on y reviendra. Enfin, on peut même l'aborder. Hein, c'est que l'hypothèse, donc là, non officielle, évidemment, enfin non classique et non validée, celle d'Anton Park, c'est que ce temple aurait été créé et construit par Osiris lui-même. Mais Osiris, le reptilien, enfin l'extraterrestre, Extraterrestre. voilà, pour alors des besoins qui sont pas encore très clairement identifiés, mais Anton Pars, lui, indique que c'était une copie, enfin l'Osirion, on aurait affaire à une copie d'un temple qui aurait existé du temps de l'Atlantide il y a 15 000 ans, avant que l'Atlantide soit détruite. Et que dans ce temple, donc là je vais montrer des éléments qu'a fait Franz Lavigne justement pour Anton Parks. Hop, on va faire un repartage d'écran. Donc là, ce qu'on voit, c'est que donc vous voyez le temple en 3D fait par Franz. Donc vous avez les 2 fois 5 piliers au milieu là et la douve hein, de l'eau en bleu. Et vous avez des encoches sur donc en bas là du temple. Donc l'idée, c'est pour Anton Park, c'est que c'était ce personnage-là qui était Enki, qui serait devenu Osiris par le fait de milliers d'années d'existence, parce que des êtres immortels, qui auraient fait construire ce temple, pour lequel Anton Parks voit qu'il avait installé des jets exactement comme dans la grande pyramide, dans la grande galerie, Dans parce la que grande donc galerie. toi, tu y vois en fait un mécanisme de purification d'eau potable et je crois qu'Anton Parks en parle. Lui, il y voit aussi le fait que c'est comme ça qu'on pouvait aller chercher une âme, enfin la grande pyramide hein, dans l'univers pour la mettre dans un fœtus, d'où la Incarné. naissance d'Horus via Isis, la Vierge Isis qui enfante le Christ Horus. Enfin bon, il y a toute une similarité avec Marie et Jésus. Et les jets dans la grande galerie auraient permis, avec de l'eau qui aurait existé dans la douve autour de la grande pyramide également, qui serait descendue par le couloir descendant, créer un champ électromagnétique gigantesque, créant un bouclier d'énergie pour empêcher l'attaque de Seth, notamment l'ennemi juré d'Osiris. Et là, on a pour l'Osirion le même phénomène, on aurait le même phénomène de protection via ce système où on avait les jets dans les petites niches là qui étaient dédiées à cet effet. Donc l'eau plus le granit plus la conception en elle-même, la structure et les jets D'un associés. amplificateur d'électromagnétisme, on va dire. Tout à fait. Voilà, on est dans ce genre d'objet technologique en fait qui pour le coup effectivement n'a aucune, enfin on comprend pas du tout à quoi ça sert. On suppute, mais oui. Voilà. Ok. C'est beaucoup de supputation. Oui, non, mais il n'y a que comme ça qu'on va avancer. Bah, et puis j'avoue que ouais, quand on commence à être un peu juste en termes d'explication rationnelle, bah oui, l'explication non rationnelle, bah moi écoute, moi je suis ouvert. Nous sommes, voilà, pour les personnes ouvertes, nous sommes en droit de l'aborder. Oui, quand ça a du sens, comme ça, la taille des blocs gigantesques, l'eau, le fait on l'a pas dit, mais on a dans l'Osirion aucun hiéroglyphe. Hein. C'est exactement comme sur le plateau de Gizeh, Ouais. la grande pyramide, aucun hiéroglyphe, le temple de la vallée pareil. Et justement, moi, je vois ce lien, mais comme on le disait tout à l'heure, ce sont les mêmes constructeurs hein, qui auraient fait et Abydos et le temple de la vallée, parce qu'on a l'impression que c'est un petit peu du copier-coller avec ces énormes poutres, en plus venant de la même carrière, donc... Bah complètement. Bah attends, je vais remontrer là, je vais faire un Ouais, partage si tu d'écran. On peux va me repartir comme partager. ça. Donc là, l'Osirion qu'on montrait tout à l'heure. Ici, le temple de la vallée. Donc on voit une facture quand même un peu similaire, hein, des gros blocs posés.
posé. sur lesquels on met des linteaux gigantesques posés également. Des murs où on voit ces petites encoches, enfin ces petits détourages qui faciliteraient, enfin en tout cas qui permettraient que l'antisismicité. Et pour la grande pyramide, donc là à gauche vous avez un mur de l'Osirion et à droite des travées de l'Osirion, et à droite c'est la chambre de la reine. Oui. Et quand tu vois les deux pans, les chevrons exactement le même angle. On est à 30 degrés. En fait, c'est des angles de 30 degrés. Et donc là, je me suis amusé. Donc à gauche, Osirion, à droite, la grande pyramide, c'est les murs de la chambre du roi. Tu vois presque la prolongation des deux murs, toi, au niveau des. Ouais. Et on a l'impression que c'est même la même taille. Ouais, et on retrouve aussi ces excroissances en bas des blocs. Oui, donc là, pareil, comme à Sacsayhuaman. Exactement. Ou en Amérique du Sud, ils ont un peu plus arrondi. On appelle ça les fameux tétons. En Égypte, ça avait l'air un petit peu plus carré, mais on retrouve ces excroissances, voilà. Oui, qui vont dans le sens de la roche moulée, quoi. Exactement. Donc la roche vibrée ou la roche. Ouais, complètement. Et donc même technologie, alors moi forcément, comme c'est Anton Parks qui a été quand même une des sources d'inspiration pour cette histoire-là et qui raconte le lien avec les extraterrestres, le rapport à l'Atlantide, où il y aurait eu également une grande pyramide comme Khéops et un Osirion comme à Abydos. Je sais pas, il y a quelque chose qui moi me séduit très clairement, parce que j'y trouve une réponse assez logique. Moi, dans mon logiciel à moi, il y a une logique, elle correspond pas à la logique archéologique. Mais ça, moi, j'y peux rien. J'ai les choses aussi en face de moi comme un archéologue, et je peux pas me contenter uniquement du document, du hiéroglyphe, et me dire bon, il y a le hiéroglyphe, il y a le monument, il y a le hiéroglyphe, il y a le monument. Bon, c'est forcément ce qui est écrit sur le hiéroglyphe. Enfin, celui qui a tracé le hiéroglyphe qui a fait le monument, tu vois. Et c'est pas pour moi A plus B, il y a le C, quoi, comme ça aussi simplement. Enfin voilà, il y a un truc qui m'échappe et qui échappe à tout le monde. Anton Parks raconte une histoire qu'il est le seul à raconter, quand même. Il faut aussi reconnaître, c'est le seul qui fait ce lien global entre le plateau de Gizeh, l'Osirion, l'Atlantide et un lien avec des extraterrestres et une technologie qu'on a oubliée. Et la fameuse légende des Anunnaki, Enki, Enlil, etc. Voilà, donc oui, en plus, il fait dans ses derniers livres, il fait la démonstration que Zecharia Sitchin a sciemment trompé son monde. C'est là où, dans le dernier bouquin, qui est plus une enquête qu'il a faite sur les 200 dernières années et l'influence qu'on a de certains personnages, et il parle du principe que Zecharia Sitchin était un agent secret du Mossad au service d'Israël, et que il y avait une volonté aussi de tromper le public en truquant des traductions du sumérien dont il n'a jamais montré, lui, les tablettes sur lesquelles il s'était appuyé pour ces traductions. Donc, Nibiru, la 12e planète, les Anunnaki, leurs besoins en or, tout ça, il y a du vrai. Mais il l'a tellement bien mélangé avec sa capacité, parce qu'il était aussi journaliste, il était écrivain, et donc il était bon dans la transcription et l'idée de raconter ça dans une belle histoire. Ça a leurré des milliers, des dizaines de milliers, voire des millions de gens qui croient encore que Nibiru, c'est une planète qui va arriver tous les 3600 ans, provoquant des catastrophes, et Anton Parks, il remet les choses à l'endroit. Alors après, voilà, il est aussi lui attaqué sur les traductions qu'il peut faire du sumérien, cette fameuse langue cunéiforme. Voilà. Mais néanmoins, il y a des choses qui sont extrêmement logiques et qui s'emboîtent. Voilà. Pour moi, voilà, c'est à la fin, c'est clair, quoi. Mais quand ça s'emboîte bien, moi c'est comme je faisais ces petits liens entre la statuette de Khéops qu'on a retrouvée à Abydos, et puis tu vois toutes ces similitudes dans la construction, la présence de l'eau, même si nous on n'a plus l'eau sur le plateau de Gizeh, mais je pense qu'il devait y avoir un principe équivalent, peut-être même qu'on travaille avec les eaux de pluie. D'ailleurs, ça me fait penser, je sais qu'il y a une pyramide, je vais dire une bêtise, donc je vais pas essayer de retrouver le nom de cette pyramide, mais je sais que des explorateurs, il y a très longtemps, avaient réussi à atteindre la chambre principale sous la pyramide. Et en fait, un des chercheurs avait déclenché une espèce de mécanisme en voulant bouger une grosse pierre.
Et en fait, ça avait rempli aussitôt l'eau, enfin de l'eau était apparue. Et donc ils se sont carapatés vite fait parce que tout s'est rempli un peu comme un piège à la Indiana Jones, tu vois. Et depuis, cette pyramide garde toujours le même niveau d'eau. Puisque la même histoire que tu nous as expliqué tout à l'heure, hein, il y a des archéologues qui ont essayé avec un système de pompe d'évacuer l'eau de la pyramide pour pouvoir à nouveau retourner à l'intérieur, mais rien à faire parce que le niveau remonte toujours constamment. Oui, je me souviens, c'est une histoire que tu as racontée dans ton bouquin et Oui, je dans n'ai mon plus livre, j'ai pas le nom de la pyramide en tête. Donc là, je mets à l'écran si je dis pas de bêtises, à Bourrouache, non, c'est pas Bourrouache, je ne sais plus, je dirais une bêtise. Donc là, vous avez l'eau, hein, verdâtre. Alors là, ça donne pas envie de la boire ou de se frotter les yeux Non, avec. Hein. pas des masses du tout, en fait. Mhm. Et donc, ce qui est étonnant également, donc là, elle a vraiment recouvert tout ce qu'il y a au milieu, parce qu'en fait, pour les archéologues, faut voir également l'idée que là où il y a le personnage qui est en train de marcher, en fait, l'eau qui est tout autour, ça va former une île. Mhm. Et donc, du point de vue mythologique, on serait Symbolique. face à une espèce d'île, on va dire, où les dieux gouvernaient un peu à l'écart d'une île primordiale, à l'écart des humains. Là où, pour Anton Park, c'est plutôt l'île de l'Atlantide, qui serait manifestée via cette symbolique d'un plateau comme ça, calcaire, entouré d'eau. Voilà, on n'est pas sur la même symbolique. Et quand on... Alors attends, on avance. Donc je vais reprendre là le travail de Franz. Mhm. Au milieu, on voit qu'il y a des encoches en fait dans la roche. Voilà, donc ça c'est une reconstitution également de l'intérieur tel que ça pouvait être à l'époque. Mhm. Donc on voit là sur une des encoches le fameux au milieu le lit d'Osiris. Donc c'est ce qu'a retrouvé Émile Amélino. Hein. C'est un objet qui existe et qui est exposé alors, au musée du Caire de mémoire. Donc on voit Osiris, être humain, hein, qui est allongé sur le dos, et on voit donc au niveau de son pénis un oiseau, Mhm. tel que la légende le raconte que quand il s'est fait Avec assassiner par Isis. Seth, Mhm. Isis aurait reconstitué les 14 morceaux parce qu'il se serait fait découper par son frère. Hein, toujours très sympa de se faire découper par son frère. Et pour symboliser le pénis, ça aurait été un oiseau, et elle se serait accouplée avec lui, et grâce à Thoth, hein, le magicien de la bande, et elle aurait donné naissance à Horus. Infanté Horus. Mhm. Voilà. Et donc là, Anton Parks imagine que ça pouvait être le lieu de ce socle, de ce lit d'Osiris, une espèce de tombeau en pierre, mais également il imagine que ça pourrait être l'Arche d'Alliance, par exemple, parce que lui, dans son explication, il y a également il y aurait un lien avec la technologie de l'Arche d'Alliance, hein, ou une arche en particulier qui aurait pu également aider à déclencher le dispositif technologique créant cet électromagnétisme particulier. Voilà, donc ces encoches sont pas là par hasard, et il y voit également, pourquoi pas, là ce serait la tête d'Osiris, zut, le reptilien, donc tel qu'elle aurait été à l'époque, hein, une tête de Mhm. reptilien découpée par son frère et exposée pour tous les pèlerins qui seraient venus avec leurs offrandes et tout un trafic, enfin Mhm. une entreprise des prêtres pour organiser tout ça sur des milliers d'années. Mais c'est vrai que Osiris est représenté avec cette couleur de peau verte. Bah, dans les représentations égyptiennes, hein, on a, Oui, c'est ça. il est bleu-vert, Ouais, c'est quoi. ça. Ça c'est toujours très, très, enfin, très particulier. Hein. Voilà. Ouais. Donc là, le plan en coupe avec le plan de dessus. Mhm. Donc là, vous Et avez. ouais, on voit la hauteur en pointillé de sable et de débris qui était recouvert C'est par moi le qui l'ai site. imaginé. Hein. C'est Ouais, pour vraiment. montrer à quel point, en fait, à l'époque des nouvelles fouilles au 19e siècle, Mariette et Amélino, ça a été très compliqué de pouvoir accéder Et oui, le débris. et à l'Osirion. Hein. Mhm.
Donc là, on aurait, on a à peu près 10-11 mètres entre le temple de Seti Ier et la base de l'Osirion. Et la question, c'est de savoir si on zoome un peu comme ça, si en fait on n'aurait pas quelque chose qui serait encore plus profond, puisque, alors donc là, c'est sur le site de l'Isida Project, hein, on lit qu'il y a eu des recherches à travers la roche, avec des sonars particuliers et des radars, pour, comme ils ont fait pour la pyramide, la grande pyramide, hein, avec des cavités peut-être encore à découvrir. On en aurait également en dessous de l'Osirion, et les douves seraient bien plus profondes que ce qu'aujourd'hui on pense être. D'accord. Parce qu'il n'y a pas eu d'exploration de ces douves des Bah, zones. apparemment, non, elle serait Des- il faudrait enlever des blocs parce que tout ce qui a été cassé du Ah ouais, tout toit, est tombé. Ouais, tout bah, est il y aurait une tombé. partie qui serait tombée et là, ça devient très compliqué à Ouais, enlever. En fait, t'allais retirer ces blocs sous l'eau de plusieurs tonnes. Ouais, j'imagine. voilà, là, on demande, donc, ça demande un niveau de fouille, enfin, de recherche avec des investissements. Déjà, l'Égypte n'a pas beaucoup de pognon pour protéger les sites existants. C'est pas Euh, pour aller creuser plus en bah, profondeur, Surtout pour un site qui malheureusement. est à 1000 km du Caire. Je veux Oui. dire, pour emmener des touristes là, il faut déjà se taper une bonne croisière sur le Nil, notamment. Donc voilà, il y a quand même pas suffisamment, je pense, hein, de possibilités, enfin de retour sur investissement pour le moment, Mhm. notamment pour aller faire des fouilles et pour en faire un objet touristique à part entière, hein. Enfin, Mhm. c'est encore beaucoup trop massif et peut-être qu'il faudra attendre une technologie plus simple pour excaver plus facilement, hein. Voilà, tous les Oui, blocs. et puis il n'y aurait rien à voir de plus pour les touristes, puisque de toute manière, s'il y a toujours ce principe de vase communicant, l'eau remplirait toujours le sol. Donc, à moins d'équiper les touristes avec des masques et des bouteilles, et puis de faire une petite plongée dans ces pluies, mais bon, c'est pas encore. Ah ouais, ouais, non, non, peut-être qu'un jour, Ah, hein, toujours, écoute. on est toujours dans l'espoir que ce genre de site soit encore fouillé et même plus largement de voir comment on peut accéder à la nappe phréatique voilà, est-ce qu'il y a des cavités cachées, comment ça communique avec le temple de Seti Ier, peut-être par des souterrains également, parce que, enfin, à mon avis, là, on a sous 20 mètres de roche des choses à trouver encore. Mhm. Ça, Oui, c'est parce clair. qu'on le voit bien, ça leur faisait pas peur de creuser en profondeur ou de manier des blocs Non, 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 gigantesques, quoi. Mhm. oui, 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 c'est avec leurs petits bras musclés, hein, C'est ça. et quelques radeaux en bois. Oui, et puis une bonne potion magique. Oui, 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 100 tonnes, 100 tonnes, c'est toujours. Bah, c'est toujours ce côté mystérieux de ce site, hein, parce qu'on est face à des blocs, comme tu faisais voir les piliers qui sont au centre de l'Osirion. Tu parlais de blocs de 100 tonnes quasiment, blocs de granit, C'est blocs, l'estimation actuelle, ouais. blocs Mm. de granit qu'il faut donc aller tailler, extraire et transporter jusque sur le site et positionner au millimètre près, quoi. Ouais. Et en fait, moi, Avec c'est pas tant le fait de le tailler hein, sur la carrière qui me pose problème, puisque c'est le transport surtout, le ah bah transport oui, et c'est là où on n'est pas d'accord avec les archéologues et les défenseurs de l'hypothèse que bah si c'est les humains de l'époque, justement, avec leurs petits bras musclés, en nombre, ont tracté 100 tonnes sur du bois. Voilà, ça me rappelle Éric Gontier, puisque c'est là, c'est que c'est possible. Donc si c'est là, c'est qu'ils l'ont fait. Donc cherchez pas plus loin. c'est étonnant. Et enfin, Mokhtar, il avait donné l'anecdote. On avait été au mois de mai à Locmariaquer, en Bretagne, là, voir le plus grand menhir du monde, qui est aujourd'hui cassé en 4 morceaux. Mhm, Et avant d'accéder, tu as une espèce de petit musée avec une vidéo où tu as les archéologues qui te disent que ils savent aujourd'hui qu'au-delà de 100 tonnes, ça pouvait pas être des rondins de bois, en fait, pour les transporter, mhm. puisque ça écrasait le bois, D'accord. le poids. Sachant que là, au Maraiker, là, c'était 12 km, hein, Oui, et puis la carrière. Ils disaient que ils ont dû raser le chemin pour faire une pente douce, et puis ils ont dû mettre de l'huile et de la poussière. C'est comme ça qu'il te raconte l'archéologue en chef du site, hein, à mhm, mhm. Locmareker, quoi. Bon, bah écoute, peut-être qu'ils ont fait ça aussi en Égypte, hein. Ils avaient beaucoup de poussière, apparemment.
De l'huile, je sais pas, mais le transport pose vraiment problème dans Oui, l'explication. oui, parce que bon, ces hypothèses sont aussi farfelues que expliquer qu'elles auraient pu être transportées par un système antigravité. Parce que je veux dire, par là, Ah oui, voilà. oui, puis bah, de toute façon, les arguments, c'est toujours les mêmes, hein. Regardez, ils ont réussi à transporter le truc de Mussolini là, dans les années 30. Ils ont transporté l'énorme machin en Russie, là, pareil, qui fait 5 ou 600 tonnes avec des trains et tout. Bah oui, mais ça, c'était il y a 20e siècle, quoi, ou Oui, on fin, connaissait le fin fer, 19e. etc. Voilà, on Il y avait a pas mal. 3200 ans, on n'en était pas là, hein, et encore, parce qu'on dit que c'était 3200 ans, mais sachant que comme il est très certainement beaucoup plus ancien, comment c'était il y a peut-être 7, 8 000 ou 10 000 ou 15 000 ans? Donc là, on est en droit d'imaginer qu'il y avait soit une Oui. ancienne civilisation, soit des dieux civilisateurs qui sont venus sur Terre et avec leur propre technologie et voilà, qui ont créé tout ça. Moi, je crois à la deuxième hypothèse, le dieu civilisateur, parce que l'Atlantide, maintenant que je commence un peu à connaître l'histoire, enfin en tout cas celle que je me suis racontée moi, c'est que l'aspect de grande technologie avec la population qui était avancée technologiquement, je pense que c'est une Atlantide qui date d'il y a plusieurs dizaines, voire centaines de milliers d'années. Parce que beaucoup de médiums et les théosophes te racontent qu'il y a eu plusieurs destructions sur 1 million d'années. Il y en a au moins 4 ou 5 gigantesques, et que la dernière a vraiment presque détruit l'intégralité de ce qui restait. Et que là-dessus, là, les reptiliens d'Anton Park sont arrivés sur Terre, en fait, et se sont appropriés ce qui devait rester de la population, mais qui était technologiquement, voilà, c'est l'histoire de Platon, hein. Il dit les arcs et les flèches. Voilà, à mon avis, des voiles et des bateaux, et à mon avis, c'était ça. Et que ce petit groupe de reptiliens, avec la technologie qu'ils avaient, voilà, ont réussi quand même à produire des œuvres, bah, on les voit, hein, la Grande Pyramide, le Temple de la Vallée, l'Osirion, et ce qui a pu se passer peut-être en Atlantide, mais à toute petite échelle. Ça, c'était pas pour moi à une échelle extrêmement massive. Et que comme ils sont pas cons, ils ont camouflé, ils ont caché tous les appareils technologiques, parce qu'ils savent très bien que les humains, sinon, ils sont trop stupides pour utiliser ça de manière un peu bienveillante. Donc, c'est planqué quelque part, ça j'en suis persuadé, hein. Les jets ou ces Mhm, appareils d'antigravité, j'en suis persuadé. Maintenant, il faut les trouver. mhm. Ok. Bon, bah, il y a encore quelques mètres cubes à dégager hein, avant de tomber sur la cachette, à mon avis. Ou alors ils sont repartis avec. On va savoir. Ah bah écoute, pour le moment, il est toujours en train d'écrire la suite, hein, d'un Parks, hein. Donc on est là à peu près il y a 5 000 à 6 000 ans. Mhm. Il nous a retracé de moins 300 000 il y a 6 000 ans, en les 5 premiers tomes des Chroniques du Nirkou. Il doit rester encore 3, 4 tomes pour arriver jusqu'à nous, quoi, en fait, pour Mhm. avoir oui, et où est-ce qu'ils sont, en fait, maintenant? Ah. Parce qu'ils sont pas Ou tous alors morts. ils ont peut-être déménagé, mais pas très loin, hein, et ils sont toujours là, nous surveiller. Donc, Alors certains ah. sont morts et se sont hybridés, parce que c'est aussi son hypothèse, hein, notamment pour expliquer les crânes allongés qu'on retrouve un peu partout sur Terre. C'est l'idée que des reptiliens, enfin des êtres venus des Pléiades notamment, parce que c'est de là-bas qu'ils viendraient, se sont accouplés avec des humaines. Enfin ça c'est le récit de la Genèse dans la Bible, hein, les Mhm, Elohim, mhm. machin. Et que donc de génération en génération, on aurait comme ça de riches familles ou des familles nobles, Sue et Morgar, qui s'accoupleraient entre eux, entre cousins notamment, hein, pour conserver le patrimoine génétique qui leur donne accès à des capacités un peu hors normes, et leur permettre de toujours avoir une espèce de longueur d'avance sur le reste de l'espèce humaine en termes de patrimoine culturel, patrimoine financier et de patrimoine tout court, quoi, en fait. Mhm, mhm. Et ça, c'est très fortement possible que les reptiliens en tant que tels auraient peut-être disparu, parce qu'à force de se taper dessus, de se faire la guerre, je pense qu'ils se sont défoncé la tronche, ils n'avaient pas besoin de grand monde, mais que derrière, ils ont laissé des petits qui, Mhm. eux, ont porté le flambeau de qui c'est qui est au pouvoir toujours, quoi. Et ça, c'est un autre sujet, Romain. Ouais, ouais, tout Très à fait, vaste, mais mais c'est très là où intéressant. Ouais, ouais, ouais. Buzzy Rayon nous amène sur des pistes toujours, ouais, 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 c'est ça. Comme, forcément. ouais, Vas-y. donc avec cette fleur de vie, on est aussi dans la géométrie. Et c'est vrai que je t'avais demandé, toi qui t'es intéressé un peu de près quand même à ce site de l'Osirion, est-ce que des chercheurs ont des liens, des relations avec une géométrie sacrée qu'on pourrait retrouver sur le lieu, au niveau des mesures du temple? Est-ce qu'on retrouve, voilà, déjà
quelle unité de mesure a été employée, je dirais officiellement, selon les archéologues? Est-ce que c'est une coudée, la coudée royale? Et est-ce qu'on retrouve justement des constantes mathématiques comme pi ou phi dans la structure? Alors, ce qui est très étonnant, tu vois, c'est que tous les, notamment Wikipédia ou enfin des rapports archéologiques, enfin des archéologues donc, que j'ai cités là, c'est le mètre qui est utilisé tout le temps parce qu'il fait 30 mètres sur 20 mètres, Ah oui, le temple. d'accord. Vu de haut, hein, voilà, la longueur et la largeur, parce que la hauteur, comme le plafond a disparu, du coup, c'est un peu plus compliqué pour avoir une hauteur fiable, en fait. Mmh mh. Mmh. Mais on est sur 30 fois 20, ou des fois D'accord. 30,50 fois 20. Là, c'est toujours fois 20 mètres. Mmh. Le 30, il est variable entre 30, 30,50, des fois 31. Voilà, donc Mmh. parce que bon, c'est toujours un peu compliqué d'être au mètre près pour un monument qui a 3200 ans au moins, tu vois. Mmh. Mmh. Mais oui, oui. Donc c'est et alors derrière les constantes mathématiques, non, il n'y a pas eu de recherche en particulier qui ont été faites. Bon, après 30 divisé par 20, on est à 1,5. On n'est pas sur du nombre d'or, on n'est pas Mmh. sur Mmh. pi, on Non, n'est mais pas sur... la présence du maître, est très intéressante parce que Ah bah je là pour le coup, c'est très étonnant que et ce que soit personne, en parle vraiment, aussi quoi. précis. Aussi précis, oui. Et Bah non, moi, apparemment c'est normal en ça fait fait, hein. percuter personne, d'accord. Non, mais bon, on a justement, j'ai encore eu ce débat avec Éric Le Saint, on a fait une vidéo cette semaine qui, voilà, je pense que quand vous verrez la vidéo avec Romain, elle sera déjà en ligne, où voilà, on a parlé de cette présence de maître sur le plateau de Gizeh qui dérange énormément. Mais ce que je trouve intéressant, parce qu'on a fait ce lien entre Abydos et le temple de la vallée, et je vais les retrouver, je vous mettrai à l'écran des photos que j'avais fait avec Éric Gontier dans le temple de la vallée. Et justement, il avait un télémètre avec lui, tu sais, les fameux télémètres Bosch, Ouais. la marque Bosch, là, que tu colles sur un mur et tu envoies au laser, et comme ça, tu as ta mesure exacte. Et dans Ouais. le temple de la vallée, on a 10 mètres entre chaque mur, pile. Alors, j'avais pris en photo l'écran du télémètre, je crois que c'est 10,01, je crois qu'on a 1 centimètre, 1 centimètre de, alors moi j'ai mis ça sur le dos de l'usure, hein. Bon, peut-être qu'on a perdu 1 centimètre de granit sur les revêtements de chaque côté, enfin 5 millimètres de chaque côté, et au final on était à la base à 10 mètres pile, quoi. Mm. C'est Mais brillant voilà, et là on est encore ce à lien, 30 fois 20. Ah voilà, non encore ce mais lien avec le maître et, et ces et deux puis pas sites Gizeh. 31 ou pas 32 fois 23. Mhm, Tu mhm, vois, mhm. c'est 30 fois 20. Il y a quand même ces piles. Oui, donc Alors je dis après, toujours avec à vérifier sur des mesures bien plus précises, machin. Enfin, mais sur la plupart des sites qui vont en parler, ou sur des rapports de fouilles, on est sur 30 fois 20. Donc Voilà. il ne parle pas de l'emploi d'une autre unité de mesure pour la conception d'une coudée. Il donne juste les dimensions en mètres. Et là, Ouais. voilà, on est sur 30 par 20. Ok. Bon, Ouais. bah écoute, intéressant, très intéressant. Ouais. Oui, j'avoue, ouais, là, ce que tu viens de dire par rapport au temple de la vallée, ouais, Eh ça oui, commence oui, à faire beaucoup. je les mettrai les photos que j'avais fait à l'époque. Et vous verrez que, voilà, je vous mens pas. Bah là, pour le Je vais les 30 remettre. fois 20, on reprend simplement Wikipédia, hein. Parfois, tu vois, ça suffit Mm, pour montrer, hein. Enfin, c'est la mesure qui est donnée dans Wikipédia, hein. Donc mhm, voilà. mhm. Ok, Romain. Bon, bah écoute, passionnant. Vraiment, moi, je trouve que c'est un site en Égypte. J'ai pas eu la chance d'aller le voir quand je suis parti en Égypte en 2017. Mm. Je sais que Jean-Baptiste y est allé la semaine dernière. On va faire sur Horus une petite vidéo ensemble pour faire une rétrospection de cette première semaine qu'il a passée en Égypte, et on Ah partagera oui, trop des bien. images, des images, enfin des photos qu'il a fait justement de l'Osirion. Donc voilà, on fera ça. Ah bah Mm, trop bien, mm, mm. carrément. Ah ouais, non, bah là, ça donne envie évidemment d'y aller, hein, aussi un jour, hein, forcément. Il va bien falloir, à force de travailler en chambre, C'est ça. À un le moment, faut. terrain, il n'y a rien de vaut le terrain, donc bon. Ouais, et puis hein, c'est magique, l'Égypte. Voilà. Mm. Oui, toi, t'as déjà été, donc Ouais, ouais. tu Et sais. j'adorerais y Ça. retourner, hein. Une fois, une semaine, c'était trop court. Jean-Baptiste, déjà, il est parti 15 jours, tu as déjà le temps de voir beaucoup plus de choses. Mais même 15 jours, t'as pas le temps de tout voir, tellement il y en a. Voilà.
Et puis il y a des... Ouais, faut avoir un programme assez copieux, tout en essayant aussi de pas être que dans le fait d'aller de site en site, parce que de profiter aussi de la magie du désert, du Nil. Il y a aussi tout cet aspect-là, hein, enfin de des s'immerger un peu locaux, parce plus qu'ils ils sont adorables. dans la Voilà. culture, quoi. Bah ouais, voilà. Mm. C'est ça. Ok, Romain. Ben, un grand merci à toi. Bah Voilà. écoute, avec grand plaisir, hein, c'était. Alors je rappelle, hein, quand même, je base tout ce que j'ai raconté là ce soir beaucoup sur le livre d'Anton Parks, hein, La dernière marche des dieux. Donc j'invite ceux qui veulent en apprendre davantage, parce que c'est quand même une source assez incroyable sur l'Osirayon, hein. Il y consacre presque 200 pages quand même. Donc bon, voilà, avec tous les détails sur Dorothy Eddy, d'où ça vient cette histoire de vie antérieure. Les fouilles d'Amélino, cet archéologue quand même qui était hors norme, qui est sorti un peu, parce qu'il y en a hein, quand même, ça c'est bien de le savoir, hein, que tu as des égyptologues, archéologues qui sortent parfois de la doxa. Mhm. Voilà, Anton Parr, sa dernière marche des dieux, source précieuse pour tous ceux qui s'intéressent à l'Osirayon et l'Atlantide. Eh ben, merci pour le conseil. Il va falloir que je m'y mette. J'ai lu encore aucun livre d'Anton Parks. Et voilà, on peut pas tout lire. Hein. Non, et puis bah, c'est copieux, hein. Enfin, c'est des ouvrages Oui, qui sont extrêmement denses. Et il y a beaucoup d'informations, donc on peut vite s'y noyer. Donc voilà, faut s'y mettre, comme tu dis, et prendre son temps. Et il en a écrit maintenant 12. Donc voilà, ça commence aussi il a produit une bonne quantité de données, d'informations. Mais pour moi, c'est incontournable pour qui s'intéresse à ces sujets aujourd'hui. d'accord. Voilà. Ben, merci pour la référence. Merci. Romain, écoute, tu es le très bienvenu sur Horus. On pourra se refaire une émission sur un autre site, voilà, méconnu. Ça Ouais, pourrait bah être avec sympa. grand plaisir, hein. Ce sera avec grand plaisir. Tu me redis. Voilà. Voilà, pas de souci. Et puis pour ceux qui n'auraient pas vu Mimi samedi, eh bien Romain nous fait une petite intervention sur Mimi avec Antoine. Voilà, je vous invite à aller voir les Mimi. Bon bah Voilà, Romain, pour avoir un peu peur pour Halloween. voilà, en plus c'est un spécial Halloween, on va essayer de vous faire peur. Romain, à très bientôt. Merci encore. Merci Jérôme, au revoir à tous. Salut à tous. Ciao.